That fresh morning. That fresh morning. Avec Jean-Paul ce matin sur les 104.5. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, la fraîche. Comment tu vas? Ça va. Alors, on repart combien d'années en arrière? 105 ans en arrière. Ouais, là, ça, c'est moi, ça, j'aime quand c'est loin comme ça. Là. 105 ans. On J'aime repart j'aime l'histoire. exactement le mercredi 12 décembre 1913. 1913. 1913. Alors, c'est ce 12 décembre 1913 où l'on va retrouver la Joconde de Léonard de Vinci. Il ne faut pas oublier que 2 ans auparavant, en 1911, la Joconde de Léonard de Vinci, qui était déjà exposée au musée du Louvre, avait mystérieusement disparu. Alors, durant ces 2 années-là, évidemment, plein d'histoires avaient été racontées concernant la disparition de la Joconde. Certains disaient qu'elle avait été dérobée par des voleurs de haut vol, qu'elle avait été détruite, qu'elle était certainement entre les mains d'un collectionneur privé qui était tombé amoureux de l'œuvre et qui voulait se l'accaparer, ou bien elle était entre les mains de certaines personnalités qui jalousaient le fait que la France détenait ce qui était déjà considéré à l'époque comme la plus belle œuvre de jamais réalisée par le génie humain. En 1913, la en Joconde 1913. avait déjà été volée. Oui, elle avait été volée en 1911. Mais donc, elle date de quelle année en fait? Est-ce qu'on a pu identifier la date on va dire quoi, de création de la Joconde? Bon, la création de la Joconde a été faite au XVe siècle. Il faut savoir que Léonard de Vinci, lorsqu'il quitte Florence et vient s'installer dans le sud de la France, il est invité par une certaine personnalité qui était proche du roi des Français qu'on appelait François Ier. Et c'est François Ier, la Joconde n'a pas été réalisée en France, contrairement à ce que l'on pourrait penser. La Joconde a été réalisée à Florence. Et donc Léonard de Vinci, lorsqu'il est venu en France, il avait la Joconde dans ses bagages. Et donc, François Ier, lorsqu'il va voir la Joconde, il va littéralement tomber amoureux de cette œuvre-là. Et donc, il va demander à Léonard de Vinci de la lui vendre. Et donc, Léonard de Vinci va accepter et va la lui vendre à une somme qui était sans doute dérisoire à l'époque. Puis, par la suite, la Joconde va être maintenant offerte à l'État français, et donc la Joconde fait partie du patrimoine national français depuis l'époque. Et donc en 1911, la Joconde, qui est déjà exposée là au musée du Louvre depuis de nombreuses années, va mystérieusement disparaître. Alors il faut savoir qu'à la même époque, au moment de la disparition, la Joconde subissait d'énormes travaux de rénovation. Et donc c'est pendant ces travaux de rénovation là que un jeune ouvrier de 22 ans va alors que pendant la soirée, au moment où la surveillance est la plus faible, notamment à l'intérieur du musée du Louvre, c'est ce jeune ouvrier de 22 ans qui va décider de dérober la Joconde. Alors, ce jeune ouvrier, c'est Vincenzo Perugia. Alors, Vincenzo Perugia est comme beaucoup d'Italiens qui vivent en France. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, il va y avoir une grosse vague d'Italiens qui vont venir en France parce qu'ils fuyaient la misère en Italie et venaient justement en France pour espérer avoir du boulot, pour espérer pouvoir gagner de quoi vivre. Et donc Perugia, avec ses parents, sont venus en France de nombreuses années auparavant. Perugia, lui, il est même né à Paris, il a grandi à Paris, et donc lui, il va apprendre le métier de peintre en bâtiment. Et donc c'est en travaillant dans les équipes qui sont chargées de la rénovation du musée du Louvre, qui passait là tous les matins et qui regardait la Joconde. Alors le hasard voulait aussi que Perugia soit originaire de Florence comme Léonard de Vinci, et donc petit à petit il va y avoir cette espèce de ressentiment là vis-à-vis de la France d'une part, parce qu'il considérait que l'œuvre qui était la plus belle, qui était considérée comme étant la plus belle au monde, qui était italienne, réalisée par un Italien à Florence, donc dans la ville dont il est originaire, cette œuvre-là puisse être exposée à Paris, en France. Et donc lui, il va commencer à considérer que c'était totalement injuste. Et donc, pour lui, il considérait qu'il était de son devoir, en tant que patriote italien, de prendre cette œuvre-là et de la restituer là où elle a été créée et là où elle est née, et donc, en l'occurrence, à Florence. Et donc, c'est comme ça que cette idée-là va commencer à germer dans son esprit. Et jour après jour, semaine après semaine, pendant qu'il passait devant la Joconde dans le cadre de son travail de peintre en bâtiment, il va donc décider de chercher le moment idéal pour dérober la Joconde. Et là, il va constater que c'est surtout le soir
où la période où les ouvriers en bâtiment étaient dans le musée pour travailler, et c'est à cet instant-là que la garde était particulièrement la moins renforcée. Et donc, il va tout simplement choisir le moment. Il ne va pas dire « je vais le prendre tel jour ». Il va faire de manière assez presque instinctive, une fois qu'il va passer, comme d'habitude, devant la Joconde, et là, il va constater qu'autour de lui, il n'y avait personne. Et bien, ce qu'il va faire, il va tranquillement descendre le tableau, l'ouvrir, prendre la Joconde elle-même, la plier délicatement et la mettre dans sa blouse. Et ensuite, il va sortir. Et donc, c'est à partir de cet instant-là que, évidemment, la Joconde va être volée. Donc, pour les autorités françaises et notamment pour tous ceux qui étaient des spécialistes de l'art ou même des spécialistes en matière criminelle, parce qu'il s'agissait d'un crime là. Pour eux, ils ne pouvaient pas imaginer que parmi tous les suspects possibles qu'il pouvait y avoir, il y en avait des centaines, des millions. Ils ne pouvaient pas imaginer que c'est ce jeune gamin de 22 ans qui est le tout petit ouvrier en bâtiment qui passe là tous les jours et qui n'avait pas de casier judiciaire, qui n'avait pas d'antécédent judiciaire et qui, sur son lieu de travail, s'était toujours comporté comme un bon travailleur, comme un bon ouvrier. Donc, il n'y avait aucune raison que l'on puisse le soupçonner. Par contre, il ne faut pas aussi oublier que c'est à cette période-là que dans la police, dans la criminologie, on commence à utiliser ce que l'on appelle les éléments anthropométriques, c'est-à-dire les empreintes digitales. L'utilisation des empreintes digitales était naissante. Et donc, la police va réussir sur le cadre du tableau de la Joconde, à extraire quelques empreintes digitales, et notamment des empreintes digitales du pouce gauche d'une main. Et lorsqu'ils vont regarder dans leur base de données, ils ne vont rien trouver, puisque, comme je le disais, Perugia ce n'était pas un criminel. Et donc là, évidemment, ça ne va faire qu'épaissir le mystère concernant l'auteur du vol de la Joconde. Et puis, donc, pendant 2 années, toutes les polices du monde vont essayer de chercher, ils ne vont rien trouver. Et donc, on va retrouver la Joconde en 1913 de manière tout à fait hasardeuse, parce qu'il va y avoir un industriel florentin qui était immensément riche, et donc qui, lui, va décider de faire paraître une annonce dans laquelle il demandait aux artistes, aux collectionneurs, à tous ceux qui avaient une œuvre de valeur et qui souhaitaient s'en débarrasser, de se rapprocher de lui et de la lui vendre, et que lui, il serait intéressé peut-être à les racheter. Et donc, c'est comme ça que M. Geri, c'est le nom de cet industriel florentin-là, va recevoir une lettre tout à fait anonyme d'un monsieur qui disait qu'il avait en sa possession la Joconde. Et donc, lui va trouver ça totalement incroyable. Et donc, il va répondre à ce monsieur, à l'adresse qui était indiquée. Évidemment, Perugia ne va pas envoyer la lettre avec son vrai nom. Il va prendre un pseudonyme. Et donc, Perugia, M. Geri va répondre à Perugia en lui disant que, effectivement, il serait intéressé par l'acquisition de la Joconde à 2 conditions. La première condition, c'est que, que Perugia lui garantissait qu'il s'agissait de bien de la véritable, de l'original Joconde, et puis de 2, qu'il devait lui apporter en personne l'œuvre authentique de la Joconde. Et donc Perugia va ensuite lui répondre en disant que il pouvait répondre à ces 2 conditions-là. Il va donc demander à M. Geri de venir le retrouver à Paris. M. Geri va encore lui envoyer une lettre en disant qu'il n'était pas possible pour lui de se déplacer de Florence via Paris, mais il serait prêt à l'inviter à venir séjourner à Florence. Et donc, M. Geri va lui proposer d'abord une première date concernant le 27 décembre 1913. Et donc, Perugia va dire que le 27 décembre ne l'intéressait pas, il espérait plutôt le 31 décembre. Monsieur Geri va encore dire que le 31 décembre, ça ne l'intéressait pas. À la rigueur, il pouvait accepter de le recevoir le 20 décembre. Et donc, Perugia ne va pas répondre à cette invitation-là du 20 décembre. Et c'est ainsi que, de manière tout à fait étrange, Monsieur Geri est dans son bureau, et puis il y a son secrétaire qui lui dit qu'il y a un monsieur qui souhaiterait le voir. C'était le 12 décembre 1913. Et donc, Monsieur Geri reçoit le jeune Perugia qui vient et qui lui dit que il a la Joconde et qu'il a la preuve que c'est l'œuvre authentique. Et donc, il lui dit que pour prouver l'authenticité de la pièce, il y a derrière la Joconde le numéro
le numéro d'acquisition du Louvre et le numéro du lot et le cachet du Louvre. Et donc, M. Djerir donc, va dire qu'il est intéressé, mais lui n'étant pas un spécialiste de tout ce qui est œuvre artistique, eh ben, il fallait qu'il y ait un spécialiste qui vienne authentifier cette œuvre-là. Donc, il va lui demander si ça ne dérangeait pas qu'il y ait une autre personne qui soit présente. Et c'est ainsi que le jeune Perugia, n'y voyant pas d'inconvénient, va donc accepter. Et c'est ainsi que M. Djerir va appeler un de ses amis qui était le directeur de l'école des Beaux-Arts de Florence. Et donc, c'est le directeur des Beaux-Arts de Florence qui était un spécialiste éminent, expert en matière d'œuvres artistiques, qui va venir pour authentifier la pièce. Donc, c'est ainsi que Perugia va donc, une fois que l'expert va venir sur les lieux, ils vont ensemble aller chez Perugia et Perugia va sortir un coffre blanc. À l'époque, il n'y avait pas de valise pour les gens qui n'avaient pas d'argent. Ils ne se baladaient pas avec des valises. Ils transportaient leurs affaires quand ils voyageaient dans des coffres. Et donc, M. Perugia va sortir un coffre en bois blanc. Et donc, à l'intérieur de ce coffre, il y avait ses affaires. Et donc, il va tout simplement débarrasser ses affaires. Et au fond du coffre, il y avait un double fond. Et dans ce double fond-là se trouvait évidemment la Joconde qui avait été délicatement placée, de telle sorte que les différents mouvements que le coffre devait subir ne pouvaient pas altérer la qualité de la pièce. Et donc, Perugia va donc sortir cette œuvre et la présenter à M. Djerir et à l'expert qui était présent. Donc, ce dernier va regarder la pièce, va l'authentifier et il va évidemment certifier qu'il s'agissait bien de l'original qui avait disparu à Paris 2 années auparavant. Alors donc, M. Djerir, donc, il va y avoir une discussion pour savoir comment faire. M. Djerir va donc proposer à M. Perugia, en échange d'une importante somme d'argent, que celui-ci lui transmette la pièce, le temps pour lui de voir comment est-ce qu'il pourrait la mettre dans un endroit, etc., bien au chaud, comme on pourrait parler. Dans un premier temps, M. Perugia était assez dubitatif, mais au regard de la somme qui lui avait été proposée, et on lui avait dit qu'il recevrait cette somme-là le lendemain très tôt, à condition qu'il donne l'adresse de là où il était, de l'hôtel dans lequel il était descendu. Et c'est là-bas que, évidemment, son argent suivrait. Donc, le jeune Perugia leur a confié la Joconde, puis est redescendu à son hôtel. Et c'est ainsi que M. Djerir va immédiatement appeler la police et va donner le nom et l'adresse de celui qui était le détenteur de celui qui leur avait apporté la Joconde. Et c'est ainsi que la police va se rendre dans l'hôtel où se trouvait Perugia et va l'arrêter. Lorsque je lis les notes de l'époque, il faut savoir que Perugia va, dans un premier temps, ne pas opposer de résistance, mais va être surpris par le fait que l'on vienne l'arrêter. Pourquoi ? Parce qu'il estimait que, étant florentin, l'œuvre de Léonard de Vinci étant florentin, la Joconde ayant été dessinée en Florence étant en Italie, donc en bon italien, pour lui, il avait fait un acte patriotique. Pour lui, ce n'était pas un crime. Et donc, il ne comprenait pas que pour avoir essayé de restituer la Joconde à la Florence, donc à sa terre d'origine, eh ben, pour ce geste-là, il était arrêté, était considéré comme étant un criminel. Évidemment, lui n'avait pas des notions de droit en matière, notamment des droits de propriété. Et donc, il va donc se faire arrêter. Et c'est ainsi que la Joconde, très vite, la nouvelle va se répandre comme une traînée de poudre que la Joconde avait été retrouvée. Donc, des photos vont être prises. Le roi Emmanuel Ier, qui était le roi d'Italie, va même faire le déplacement pour venir à Florence le 28 décembre 1913, venir regarder la Joconde véritablement avant que le 31 décembre de la même année, la Joconde soit officiellement retrocédée à la France. Et à partir du 31 décembre de 1913, eh ben, la Joconde retrouvait sa place au musée du Louvre et mettait fin ainsi au mystère de sa disparition qui avait duré 2 années auparavant. Mais à partir de là, évidemment, il faut comprendre que la surveillance concernant la Joconde et du Louvre avait été renforcée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, par exemple, il faut comprendre qu'à l'époque, lorsque on allait visiter une œuvre comme la Joconde et comme la plupart des œuvres qui étaient exposées au Louvre, on pouvait s'en approcher, on pouvait même presque les toucher. Maintenant, aujourd'hui, les mesures de sécurité sont telles qu'il y a une distance de sécurité entre le visiteur et la pièce, on ne peut pas s'approcher, etc., etc. Et même la nuit, avec les systèmes de caméras de surveillance et autres, il est difficile, mais pas impossible de voler. Il ne faut pas oublier que j'avais parlé ici, il y a quelques semaines, voilà, du cas qui avait eu lieu en Allemagne. Et donc, évidemment, c'est la seule fois de toute l'histoire de la Joconde
où on n'aura pas su pendant 2 ans où elle se trouvait. Il ne faut pas oublier que pendant ces 2 années-là, donc, la Joconde était en France, à Paris, dans une petite chambre, dans un coffre blanc, appartenant à un jeune ouvrier de 22 ans appelé Vincenzo Perugia, qui travaillait comme peintre de bâtiment au Louvre. Merci Jean-Paul qui est avec nous ce matin dans ce brin d'histoire. On est parti plus de 100 ans en arrière. Gina n'était pas d'accord pour qu'on arrête le petit Perugia. Merci à tous les auditeurs. Rappelez aussi que le 12 décembre, c'était la naissance de Faf et l'Indice Qualité, qui est animateur à Urban FM pour le cadre de l'émission Allo Urban. On va écouter Michael Jackson aux côtés de SWV. On se retrouve juste derrière. Stop Fresh Morning.